Du coup, dans cette deuxième partie de vidéo consacrée à la réalisation d'une marquise que j'ai installée sur ma façade au-dessus d'une double porte. Alors la première partie de la vidéo, vous l'aviez peut-être déjà vue, c'était consacré aux assemblages, aux découpes. Et donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai utilisé du pain autoclave classe 4. Et une fois que maintenant toutes mes découpes sont effectuées, eh bien, il faut que je fasse les finitions et que je fasse l'installation. Alors en ce qui concerne les finitions, j'ai utilisé du Rubio. Alors c'est du Rubio qui est coloré, fleur de coton, c'est du Easy Deco, ça s'appelle. Et la particularité c'est que je ne l'ai pas utilisé pur, parce que sur les conseils de Rubio, du coup, j'ai ajouté du AD Easy, donc c'est une toute petite bouteille, à hauteur de 20%. Ça permet de fluidifier un petit peu le produit, parce que du coup en extérieur le bois il est un peu plus brut et ça permet de mieux le faire pénétrer dans les fibres. Fibres que j'ai préalablement poncées au grain 150. Il ne faut pas aller au-delà parce que sinon ça referme trop les pores et du coup le produit s'imprègne moins bien. Et du coup j'ai aussi ajouté de l'accélérateur B à hauteur de 10%. Alors ça c'est surtout pour voilà, accélérer le processus. C'est compatible avec le AD Easy. Donc pour vous faire simple, j'ai mis par exemple 100 g de Easy Deco. J'ai mis 20 g de AD Easy et j'ai mis 10 g d'accélérateur B. C'est plus facile à mélanger qu'à prononcer. Donc voilà, ça c'est mon petit trio de produits utilisés pour la finition. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un splatter. C'est des poils synthétiques en fait, c'est un pinceau avec des poils synthétiques. Parce que du coup, visiblement, ça use moins de produits et ça étale mieux. Et surtout, en fait, contrairement à des produits qu'on utilise en intérieur, et ben là, étant donné qu'il y avait les deux additifs, et ben j'ai pas eu besoin d'essuyer. C'est-à-dire que j'ai étiré au maximum sur ma boiserie, et vraiment au maximum. Et au bout de 5-10 minutes, c'était quasiment réglé, c'était presque sec, quoi. Bon, moi, j'ai préféré attendre 1 ou 2 heures pour être sûr de pas laisser de traces, etc., de doigts, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'essuyer, et étant donné que c'est en extérieur et qu'on a mis les 2 additifs. Donc c'est toujours bon à savoir. Donc j'ai fait ça avec une balance de cuisine, mais par contre, c'est vrai que j'avais fait un test au préalable, et c'est vrai que la balance de cuisine, c'était pas forcément très précis quand on veut des petites doses. Et du coup, je vais vous donner ma petite astuce. Quand il n'y avait vraiment pas beaucoup à mettre, j'ai utilisé, vous savez, les pipettes en plastique. Alors ça peut être des petites seringues, ça peut être des seringues pour les médicaments de bébé, des choses comme ça. Et du coup, bah pour 5 doses, pour 10 doses par exemple de Easy Deco, et ben j'ai mis 2 doses de AD Easy et 1 dose d'accélérateur. Ça m'a permis d'avoir une graduation sans avoir besoin de peser, parce que à partir de certaines quantités, la balance de cuisine ça peut suffire, mais quand il n'y en a pas beaucoup, c'est pas très précis. Et donc après, donc j'ai tout disposé sur mon bois, c'est super simple à appliquer. J'ai mis des gants quand même, et j'ai bien fait parce qu'en fait quand il y en a un petit peu sur la peau, après les pigments restent assez longtemps. Donc vaut mieux se protéger un petit peu la peau pour pouvoir jeter les gants plutôt que de devoir décaper ça après. Mais en tout cas, ça couvre vraiment super bien, c'est assez facile à appliquer, et c'est vrai, hein, il y a une très faible consommation au total. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de beaucoup de produits visiblement pour couvrir mon bois. C'est-à-dire que ma bouteille, elle est pas intacte, quoi, mais j'en ai encore plus de la moitié, peut-être les 2 tiers qui sont encore dans ma bouteille, alors quand même. J'ai traité pas mal de bois. Alors par contre, il faut être clair, ce n'est pas un produit qui a comme destination de protéger contre les champignons, contre les insectes. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai préféré prendre du bois classe 4, qui était peut-être un peu plus résistant que du bois traditionnel. En l'occurrence, ici, le Rubio a plutôt une fonction décorative, très clairement. Donc, une fois que tout avait bien été traité, et ben, j'ai commencé à faire le montage sur mon mur. Alors vous avez peut-être vu au début de la vidéo, j'avais déjà prédisposé mes plaques de toiture sur mes bois pour voir à quelle distance à peu près c'était le plus judicieux de les fixer. Et puis après, du coup, j'ai commencé à tout fixer sur mon mur. Alors bien évidemment, j'ai fait ça un dimanche et j'avais pas forcément toutes les chevilles nécessaires. Je m'étais mal préparée sur ce coup-là. Mais en fait, j'ai adapté avec les moyens du bord et ça tombait bien. J'avais un kit de fixation de chauffe-eau. Et ben, figurez-vous que c'est hyper résistant. Il y avait 2 grosses chevilles avec 2 tiges qui étaient avec un double filetage, un filetage différent à chaque extrémité. Et donc j'ai utilisé ça pour mettre en haut de chacune de mes structures. Et en bas, j'ai complété avec des chevilles et des tire-fonds traditionnels. Et ça ne bouge pas. C'est hyper costaud. Alors,
Pour éviter d'avoir apporté toute la structure qui était quand même assez lourde et encombrante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fixé les bois qui étaient contre le mur, et puis après j'ai ajouté progressivement tous les autres en utilisant les chevilles de serrage. Et puis j'ai fixé les grandes traverses, les supports de la toiture, etc. les uns après les autres. Ce qui fait qu'en fait j'avais un seul bout de bois, voire deux maximum à porter à chaque fois, et c'était plus facile pour respecter l'équerrage, pour vérifier que c'était bien plan, etc. Et une fois que la structure en bois a été mise en place, et bien, il ne me restait plus qu'à mettre les éléments de la toiture. Donc c'est des tôles métalliques que j'avais achetées dans ma grande surface de bricolage préférée. Et puis voilà, ça m'a pris quand même quelques heures à tout faire, à monter, descendre, parce que voilà, il faut adapter le forêt pour percer comme il faut, etc. Et bon, j'ai fini dans la nuit, mais j'ai fini quand même. Et du coup, au matin, j'ai vu le résultat avec la petite lumière du matin qui allait bien, et j'étais relativement satisfaite. Enfin, je dis relativement, parce que j'ai quand même eu quelques déboires, et puis j'ai quelques insatisfactions, et je vous fais le point juste après. Eh bien voilà, c'est l'heure du bilan du coup pour ce nouveau projet. Vous voyez, il est juste derrière moi. Bon, le rendu est pas trop mal de loin. De près, bon, je suis un petit peu mécontente sur certains aspects, mais bon, pour une première, je trouve que c'est pas si mal que ça. Alors, je vais refaire un petit peu l'ensemble des difficultés que j'ai rencontrées. Alors la première, ça a été déjà choisir le bois, parce que je savais pas du tout quoi prendre. Donc en fait, je me suis orientée vers un pin autoclave classe 4. Alors après, en sachant que normalement, tous les endroits où il y a eu des découpes, on est censé refaire un traitement. Mais moi, j'ai pas suffisamment l'usage du pain autoclave classe 4 pour investir dans un bidon, même un bidon d'un demi-litre de produit pour le badigeonner, les extrémités où je suis intervenue. Surtout qu'après, j'ai fait du ponçage, donc bon. Donc ça, c'était déjà la première difficulté, le choix du bois. Ensuite, le choix des sections. Parce que je ne savais pas du tout quelle dimension prendre pour mes poteaux. Alors pour vous donner une idée, les poteaux qui sont donc à la verticale, etc., ce sont des poteaux de 90 par 90. Après, les grandes traverses, c'est des poteaux de 90 par 45. Donc en gros, j'ai coupé un poteau en deux. Et puis les bois qui sont sous le toit, qui est ici, là, ce sont de mémoire des bois de 45 par 25, je crois. Quelque chose comme ça. Ou 45 par 30. Donc voilà, j'ai essayé d'amincir, d'alléger un petit peu. Parce que sinon j'aurais tout fait en 90 par 90. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est une difficulté de savoir comment calibrer pour que ce soit à la fois esthétique, fonctionnel, que la charge soit pas non plus trop lourde sur l'ensemble. Donc voilà, alors moi les 2-3 personnes qui avaient vu le bois et à qui j'avais expliqué mon projet m'avaient dit « Mais ça va pas, c'est super gros, ça va faire ma stock !» Et en fait, je trouve que c'est plutôt proportionné par rapport au bâtiment en entier. Parce que bon, vous voyez pas tout, mais il y a quand même un gros corps de ferme derrière. Et c'est vrai que trop rikiki, ça aurait fait rikiki justement. Donc je trouve que c'est un bon mariage, quoi. C'est 90 par 90 pour les poteaux, c'est un choix que du coup j'assume maintenant. J'avais un peu de scepticisme, mais ça va mal. Surtout que j'ai de la charpente qui est apparente, par exemple vous la voyez là-haut, hop. Et du coup je voulais quand même qu'il y ait cet aspect bois bien visible. Donc ça c'est la première chose, le choix du bois, le choix des dimensions du bois. Ensuite, la problématique c'était le choix du traitement du bois sur la fin du projet. Je ne savais pas trop quoi faire. Laisser la couleur bois, partir sur quelque chose qui était de la même couleur que la toiture de la marquise. Et en fait, je me suis dit que faire fondre ça un petit peu dans un coloris identique à la façade, ce serait peut-être la meilleure façon de le noyer un petit peu dans l'ensemble, de pas trop le mettre en avant. Et finalement, la finition Rubio, là, qui est de couleur, du coup, c'est fleur de coton, il me semble, est franchement parfaite. Ça, je trouve que c'est bien cohérent avec du calcaire, ça se marie très bien. Donc voilà, j'en profite pour remercier Rubio qui m'a offert ces produits. Parce que voilà, c'est un super produit, j'étais très étonnée.
pour pas vous cacher les choses, j'étais un petit peu sceptique sur le fait que voilà, il n'y avait vraiment pas besoin de beaucoup pour, pour couvrir, c'est un petit peu l'argument, en une passe ça suffit, etc. Bon, c'est vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour couvrir une grande surface de bois, et en plus ça se fait assez rapidement. Par contre, il ne faut pas trop en mettre sur les mains, etc. parce que le pigment tient bien. Et puis si vous avez des pinceaux, lavez-les vite, parce que sinon ça a tendance à vite s'agglomérer dessus. Donc franchement, super expérience. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir mieux un petit peu le projet en version finie. Alors voilà, je vous le montre un peu de plus près. Donc les principales difficultés, c'était vraiment de savoir les proportions à utiliser. C'est-à-dire quelle hauteur prendre, quelle profondeur, quel est l'angle qui est le plus approprié pour la pente du toit. Tout ça, c'était des questions qui m'ont vraiment posé pas mal de problèmes. Si j'avais eu un modèle sur une porte identique, j'aurais pu copier et m'en inspirer. Mais là, j'avais rien du tout, donc j'ai vraiment pas mal galéré. J'ai fait pas mal de tests sur du papier pour essayer de voir, pour transposer, mais c'est toujours délicat quand on n'a pas de référence de faire le bon choix. Bon, je suis pas trop mécontente. Mais ce qui m'a vraiment posé souci et qui me rend un peu voilà, un peu mécontente, beaucoup mécontente à vrai dire, c'est la précision quoi. Vous voyez ici par exemple, c'est pas hyper jointif. Là-haut il y a 2 chevilles pour une raison très simple, c'est que quand j'ai fait mon tenon, j'avais pas d'expérience là-dedans et le tenon était trop court et du coup n'allait pas assez loin pour être bien pris. Les autres choses du coup qui m'ont posé des problèmes, c'était un truc tout bête, mais c'était poser vous voyez la tôle qui est là-haut là. En fait c'est une tôle enrobée. Mine de rien, quand on a à cette extrémité là et qu'il faut visser à l'autre là-haut, c'est un petit peu compliqué. Donc ça c'est à peu près une modalité pratique. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un peu plus précis quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Faut accepter de se faire épauler par l'humidité. Cette vidéo est sponsorisée par l'humidité qui nous remet bien notre place. Quand on croit qu'on est capable de faire, des fois il faut accepter que c'est pas le cas, s'y reprendre plusieurs fois. Donc voilà. Donc problématique de choix des proportions, problématique de précision. Un truc tout con aussi, quand on a décidé que le modèle qu'on avait fait c'était le bon, que c'était la bonne taille, et la problématique c'est de faire la deuxième exactement pareil. Et ça c'est pas hyper simple en fait. C'est vrai qu'on se dit que c'est tout con, il suffit de reproduire, mais bon c'est voilà, ça nécessite de la pratique, de l'expérience et être méticuleux, et visiblement j'ai manqué un peu de tout ça sur certains aspects. Donc bon, je suis un petit peu déçue, j'aurais préféré que ce soit mieux réalisé, mais après tout ça fait un petit peu le taf. Pareil, il y a une petite pente, je sais pas pourquoi, sur le haut ça se passe plutôt bien, mais en bas je trouve que il y a une petite pente qui est apparue et voilà, c'était pas forcément prévu. Donc je pense que voilà, il y a de gros soucis de réalisation, l'artisan ne sera pas payé. Bon, en même temps j'allais pas me faire un chèque, hein. Et puis alors la mauvaise surprise aussi, c'est que en fait j'ai acheté les plaques et sans faire gaffe, hein, moi j'ai pris cliente de base, j'ai pris vous voyez les pièces qui font la bordure. Et en fait il s'avère qu'elles sont pas aussi longues que les plaques. Alors je sais pas comment faire, peut-être qu'il faut en acheter 2 par côté juste pour que ça dépasse des 30 cm qui manquent. Donc voilà, si vous êtes amené à faire cet achat, vérifiez avant que les dimensions des côtés correspondent avec celles de votre plaque. Sinon ça fait un petit débord comme moi. Bon après, finalement, j'ai pas forcément dit aux gens, ça leur a pas choqué l'œil. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça fasse, que la bordure fasse toute la profondeur de la plaque, quoi. Donc voilà pour les petites infos. Alors au début j'ai voulu tout faire à la main, toutes mes incisions, toutes mes coupes, mes mortaises, mes tenons. Et voilà, pour m'essayer, pour le geste, pour pratiquer quoi. Et j'ai eu énormément de difficultés. Bon, alors par contre, pour ceux qui se posent la question et qui avaient déjà vu la vidéo de mon maillet que j'ai fondu, je l'ai utilisé tout le temps. Il n'a pas pris un petit éclat, rien. C'est-à-dire qu'il a tapé des milliers de fois, j'ai cogné comme une tarée. Et franchement, il a bien tenu le choc, donc ça c'était plutôt positif. Donc vu que je voyais qu'à la main, j'avais pas des résultats d'une précision fulgurante, j'ai essayé de faire ça un petit peu plus à la machine, donc en utilisant la scie sous table par exemple pour faire les tenons. Mais là encore, bon, je devais pas avoir la bonne technique. Et puis je manquais aussi de connaissances et d'expérience,
sur la profondeur des tenons utilisés. Et du coup, lorsque j'ai percé l'emplacement des chevilles, je me suis confrontée à des tenons qui n'avaient pas été prévus assez longs et du coup la cheville qui traversait juste le bout du tenon. Donc voilà, ça allait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'en haut, vous avez vu à certains endroits, il y a 2 chevilles qui ont été mises. C'est pour rattraper la grosse erreur. Du coup voilà, pour être sûr qu'il y ait quand même un endroit où ça tienne, puis vu que le trou était fait, j'allais pas le reboucher, donc j'ai mis 2 chevilles. J'ai même eu un tenon par contre où c'était à peu près bien percé, hein, dans le centre du tenon, mais qui a cassé. Donc il devait y avoir un problème dans le bois, ou alors je l'ai pas bien exécuté, ou la cheville était trop large, je sais pas. Bon voilà, le bois a pété, donc là c'est le problème qui te fait perdre une journée. Hein. C'est-à-dire que novice comme je suis, je savais pas trop comment réagir, donc j'ai essayé de refaire une pièce, mais la pièce que j'ai refaite était pire que la première, encore moins bien ajustée, donc bon j'ai jeté l'éponge. Donc au final j'ai fait un faux tenon, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'à la place de mon tenon, j'ai creusé une mortaise, et dans cette mortaise, en fait j'ai mis une pièce qui sert de tenon aux 2 pièces. Des choses à ne pas faire en tout état de cause, et puis voilà, finalement c'est assez harmonieux avec le reste. Voilà, je vais pas tout vous faire voir, hein. Je vais vous laisser découvrir le reste de la demeure dans les prochaines vidéos, mais au final le rendu est assez sympa et puis ça tient, c'est le principal, c'est joli, c'est le principal, voilà, ça jure pas. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez commenter, me dire ce que vous en pensez, si vous êtes passé par là, si vous avez rencontré les mêmes problèmes de débutants. Parce que si vous êtes pro, ça ne compte pas. Et voilà, partagez la vidéo, cliquez sur j'aime. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Cliquez, il y a un petit bouton là, le logo. Et vous pouvez mettre abonnez-vous. Pareil, si vous n'avez pas quoi faire, dans les prochaines 10 secondes, vous cliquez sur le bouton plus en dessous. Vous aurez plein de trucs à lire. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller aussi sur la page Facebook pour voir les photos des coulisses des prochaines vidéos. Cheveux dans le vent. Comme ça, vous saurez un petit peu avant les autres quelle sera la prochaine thématique filmée sur Copeaux & Co. Alors je vous dis à très bientôt et surtout, faites plein de copeaux. Bye bye les gens.